Bienvenue à toutes et à tous, cher professeur Barrault, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes et chers amis. On ne pouvait pas rêver de commencer mieux qu'écouter Aurélien Barrault pour ce festival Rêve Général 2024. Et je ne le dis pas parce qu'on pense que c'est un doux rêveur, non. Il est quand même ici pour recevoir les insignes honoris causa de l'Université de Liège. Et ça n'a pas été un hasard de décerner ces insignes, cette haute distinction universitaire, mais je laisserai le professeur Ozer vous le présenter plus en détail tout à l'heure. Je souhaite juste dire un mot très bref, parce que nous sommes là pour l'écouter, que ces messages sont en fait une incitation à la réflexion pour un monde que nous voulons. Et en fait, c'est ce que je souhaite, cette réflexion, et je souhaite aussi que l'université joue ce rôle dans la société, distiller la réflexion et inciter à la réflexion. Alors, comme l'affiche du Rêve Général le montre, nous sommes là pour cette réflexion, réconcilier l'art, la science et la démocratie, et ce sont des sujets fondamentaux. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont dit en arrivant qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et je vous rassure, l'université ne devient pas un cirque, mais nous sortons de nos murs. Nous construisons avec l'aide des artistes et d'autres des chapiteaux. Nous nous ouvrons aux citoyens, à la réflexion, et nous invitons des acrobates de la pensée pour nous aider à réfléchir. Et je donne tout de suite la parole à Alexis Garcia qui va nous parler du festival Rêve Général. Bonjour à toutes et tous, c'est impressionnant ce grand chapiteau rempli comme ça. Je voudrais d'abord dire que c'est un véritable honneur de vous accueillir effectivement sur le site de Rêve Général, dans ces chapiteaux, ce grand chapiteau rouge qui appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui n'est pas sorti depuis plus de 12 ans. Donc là, voilà, vous êtes les premiers à fouler du pied de nouveau ce chapiteau. Il y a un peu plus de 9 mois, on s'est rendu compte que l'année 2024 allait être une année historique parce qu'on allait voter à tous les niveaux de pouvoir. Et on s'est dit qu'en fait, que peut-être nous aussi, on pourrait avoir notre mot à dire, citoyens, citoyennes, experts, expertes, universitaires, artistes, pour essayer de construire le monde de demain. Parce que depuis quelques années, je me rends compte autour de moi que beaucoup de gens perdent espoir, ont peur en l'avenir, ne savent plus en quoi croire. Et voilà un des objectifs du festival. Montrer qu'il y a de l'espoir, que les alternatives sont là, que le monde de demain, en fait, est déjà présent aujourd'hui et qu'il n'y a plus qu'à se lancer, qu'il nous manque quelques leviers. Certains nous disent d'ailleurs que ces alternatives que nous voulons proposer, autour desquelles nous voulons discuter, sont des utopies. Je pense personnellement que l'utopie, c'est de croire que l'on peut continuer à vivre comme aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de défis à relever pour réinventer la société et c'est bien, voilà, un deuxième objectif du festival. Ensemble, essayer de construire et réfléchir à ce que pourrait être le monde de demain. En tant qu'artistes, je trouve que nous avons aussi un rôle à jouer, nous les artistes. D'abord de divertir, effectivement, de raconter des histoires et aussi de reconnecter les émotions à la réflexion. Parce que c'est à partir de ce mélange-là, je pense, que nous pouvons trouver les solutions de demain. Je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. Je voudrais remercier Madame la rectrice et tout le rectorat et toute l'université de nous permettre de réaliser ce rêve. Remercier Claude Fachan et Céline Martin qui m'ont fait confiance il y a à peu près 2 ans pour prendre la direction d'Arsenic 2. Remercier l'ensemble des partenaires et remercier aussi et très fortement l'ensemble des travailleurs, des travailleuses qui ont fait en sorte que ce festival puisse exister. Nous sommes plus d'une quarantaine, cinquantaine à avoir un peu investi là-dedans, construit ces chapiteaux depuis plus de 2 mois pour faire en sorte qu'aujourd'hui vous soyez accueillis dans ces conditions. Et remercier spécialement Pierre Ozer, le professeur Ozer,
qui est devenu un ami depuis ces quelques années que nous nous sommes rencontrés. Je pense, Pierre, qu'il y a encore de grandes choses à accomplir. À toi la parole. Merci. On va être à deux. Bien. Ni un drame écologique, ni une crise climatique, ni un délitement social, une catastrophe civilisationnelle. J'ai toujours du mal avec ça. Voilà où nous en sommes. Un effondrement de la vie et une perte de sens. Le premier étant en partie une conséquence de la seconde. C'est ainsi que commence votre dernier ouvrage, l'hypothèse K, la science face à la catastrophe écologique. Vous êtes titulaire, monsieur le professeur Aurélien Barraud, d'une thèse de doctorat en astrophysique à l'université Paris-Sorbonne, spécialisée en relativité générale, en physique des trous noirs et en cosmologie. Actuellement directeur du Centre de physique théorique Grenoble-Alpes à l'université de Grenoble, vous avez publié plus de 150 articles scientifiques dans des revues de renom et pas moins de 22 ouvrages. C'est vertigineux, hein? Vous êtes également docteur en philosophie de l'université Paris-Sorbonne et vous êtes finalement aussi connu pour votre engagement pour l'écologie. Ainsi, en septembre 2018, vous publiez avec Juliette Binoche et plus de 200 personnalités une tribune retentissante dans le journal Le Monde intitulée « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Cependant, pour moi, ce n'est pas à ce moment-là que vous devenez un sujet de société. Mais bien un an plus tard, lorsque le magazine conservateur d'extrême droite Valeurs Actuelles publie une enquête sur le totalitarisme vert et vous qualifie, avec notamment Greta Thunberg, de charlatan de l'écologie. Et là, la guerre des mondes est déclenchée. Et vous qui, je cite, souhaitez le triomphe de la vie, êtes devenu l'ennemi public numéro 1 de l'immobilisme. C'est donc pour toutes ces raisons que c'est un honneur pour nous, monsieur le professeur Aurélien Barraud, de vous accueillir dans ce dispositif atypique. Pas réellement dans une université, mais quand même à l'université de Liège. Pas réellement dans une salle de spectacle, mais tout de même dans un chapiteau dédié à l'art sous toutes ses formes. C'est donc une grande joie de vous accueillir dans la marge, dans ce qui est en devenir, dans une forme de bifurcation, dans un champ des possibles, dans un lieu qui entend trahir l'attendu et l'inertie, notamment par l'hybridation de l'art et de la science, ce que vous appelez l'explorinvention, en permettant de donner de l'épaisseur, du temps, du sensible, de la beauté et de la poésie au cœur de notre quotidien qui est caractérisé par l'accélération et l'aliénation. J'ai cité Greta Thunberg. Des Greta Thunberg, il y en a des millions maintenant. Et parmi celles-là, il y a Léna, qui est étudiante en bachelier en sciences politiques, et qui, très justement, c'est à elle et à la génération qui vient de continuer cette présentation. Merci. Pour commencer, en vous lisant et en vous écoutant, professeur Barraud, des mots me viennent à l'esprit. Ce sont bien entendu les vôtres, mais ce sont également ceux qui résonnent par rapport à mon engagement, à mes convictions et à la vision actuelle que j'ai de la façon dont je pense qu'il est important de mener nos combats. Alors ces mots, ce sont créativité, responsabilité et radicalité. Alors pourquoi cela? Tout d'abord, la créativité. Car je vous cite, « Ce qui nous tue, c'est notre manque d'imagination. On ne s'autorise quasiment aucune bifurcation. » Nous semblons souvent réticents à exposer des voies alternatives, préférant nous en tenir à ce que nous connaissons déjà. Pourtant, se contenter simplement d'une transition écologique ne suffira pas. Ce dont nous avons réellement besoin,
C'est un changement en profondeur de nos systèmes. Réaliser un tel changement exige une ouverture d'esprit, de l'imagination, du courage pour sortir de notre zone de confort, pour autant qu'on en ait une, et à penser au-delà des limites. Il est crucial de ne pas se limiter à une vision à court terme, mais de développer des projets à long terme et en remettant en question les normes établies. Tout cela nécessite incontestablement une certaine responsabilité. Une responsabilité individuelle de chacun, chacune, les moins jeunes, les plus jeunes, mais également une responsabilité collective. Il est grand temps que les gouvernements prennent position et adoptent des résolutions à la hauteur de la catastrophe actuelle et à venir. Lorsque le gouvernement français cible les activistes de Lafarge en mobilisant les forces antiterroristes, il est nécessaire de se questionner sur qui sont véritablement les terroristes et contre quoi nous voulons nous battre. J'ajouterai qu'il me semble tout aussi primordial de ne pas s'empêcher de rêver. L'université dans laquelle j'étudie a sans aucun doute un rôle essentiel à jouer dans l'accompagnement à la réflexion, à la créativité et au changement de modèle, ainsi qu'à la capacité que nous devons développer à rêver ou permettre à d'autres de le faire. Être créatif, donc, responsable et aussi radical. Il ne s'agit pas, pour imaginer mon propos, de rouler en voiture électrique, mais de ne plus rouler en voiture du tout. Je pense, oui, que ce flanc radical, comme Andreas Malm en parle dans son livre, est nécessaire au sein de nos luttes. Le politiquement correct ne suffit plus. Je voudrais ici revenir sur un point que vous abordez, que vous rappelez, dans l'introduction de votre dernier ouvrage. Nous ne pouvons pas nous limiter à un seul domaine de lutte. C'est une lutte globale que nous devons mener, sans se limiter aux gaz à effet de serre et à la biodiversité. Si je m'ancre dans mon univers, je pense sincèrement qu'il faut pouvoir refuser l'extension de l'aéroport de Liège. Il faut pouvoir lutter contre le système de tout au béton qui est en train de remplacer nos derniers espaces verts. Et également contre cet ordre dominant et permanent qui nourrit un système qui ne peut être souhaitable. La lutte contre l'extrême droite est également une des pistes à ne pas oublier et à ne pas laisser tomber, que ce soit au niveau international, mondial, mais également sur notre campus. Merci. Voilà, vous êtes ici dans une zone à défendre, une ZAD, mais une ZAD intellectuelle. Voilà. Donc, bienvenue chez vous.
C'est à toi. Aurélien, encore un tout petit peu de patience. Oui, je reviens, c'était pas prévu, mais c'est parce que j'ai oublié de dire deux choses. Je voudrais remercier encore deux personnes. Notre marraine du festival, Barbara Stigler, ici présente, qui nous fait la chance d'être là ce soir. Et le parrain du festival, David Murgia, qui va nous faire en texte d'Ascanio Celestini pendant toute la soirée. On peut l'applaudir. Merci David. Il est rigolo, il a oublié de m'introduire et puis il m'a envoyé un message. Attends, tracasse pas, ça va arriver. Et voilà, nous y sommes. Un homme est assis dans une chambre. Il regarde le robinet qui goutte. L'homme pense c'est une goutte. C'est juste une goutte. Quelqu'un devra régler le problème de la goutte. Je pourrais me lever et aller fermer le robinet, mais voilà, je peux quand même pas tout faire. Et pendant ce temps-là, les gouttes tombent les unes après les autres. Et l'homme se dit, il y a des petites gouttes et des grandes gouttes dans mon robinet. C'est vrai, c'est pas toutes les mêmes gouttes dans le robinet. C'est des conneries de dire que les choses se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je le vois bien que dans mon robinet, il y a des grandes gouttes et des petites gouttes. Et même, je crois que la goutte de mon robinet à moi, c'est une petite goutte. C'est rassurant, ça fait plaisir. Et il est vrai quand même, je ne suis pas idiot, que même si ce sont des petites gouttes, je sais que tôt ou tard, elles finiront par remplir l'évier, n'est-ce pas, que l'évier sera plein à ras-bord et puis qu'arrivera la goutte fatale, comme on dit, celle qui fait déborder le vase. Alors évidemment, l'eau commencera tout doucement à mouiller le sol. Tôt ou tard, je finirai par me mouiller les pieds. Je pourrais relever les pieds, mais je ne suis pas idiot, je sais que ce serait qu'une solution temporaire, parce que tôt ou tard, goutte après goutte, ma chambre serait inondée, évidemment. Tôt ou tard, le plancher, peut-être aussi, certainement, cédera sous le poids de l'eau, sauf que le plancher de ma chambre, c'est aussi le plafond de la chambre qui est en dessous. Des milliards de gouttes feront s'effondrer ce plafond, et inonderont les chambres d'en dessous, avec tous les objets utiles et inutiles et toutes les personnes qui y habitent. Et pendant ce temps-là, évidemment, le robinet, lui, il continuera inexorablement à couler, n'est-ce pas? Et tôt ou tard, le plancher de la chambre qui est en dessous s'effondrera à son tour. Et sauf que le plancher de la chambre qui est en dessous, c'est encore le plafond de la chambre qui est encore en dessous, qui sera aussi envahi par l'eau, avec tous les objets utiles et inutiles et toutes les personnes qui y habitent. Et ma chambre, à moi, est au sommet d'un immeuble de 25 étages. 25 chambres. Avec toutes les personnes qui y habitent et tous les objets utiles et inutiles. Les chambres s'effondreront les unes sur les autres. Les ruines de mon immeuble seront ensevelies sous une vague d'une quantité infinie de gouttes. L'eau recouvrira les décombres. Un homme est assis dans une chambre, il regarde le robinet qui fuit. Il voit le déluge. Il l'imagine. Il voit le déluge et il pense non. C'est pas possible. Évidemment, c'est pas possible. Alors il se retourne sur le côté, il regarde vers le mur, il arrête de penser à la goutte, il sourit et sereinement, il s'endort. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation et de l'accueil. C'est vraiment formidable de parler dans un chapiteau. Je vais avoir beaucoup de mal à refaire cours dans un amphithéâtre. Ça va me paraître très inapproprié ou, ce qui est encore pire, beaucoup trop approprié. Donc merci pour ce lieu presque hétérotopique qui est absolument magnifique à ce titre. Bon, je ne vous apprends rien, nous sommes dans une situation catastrophique. Et j'aimerais que nous nous posions ce soir une question assez simple et abyssale pourtant. Que peut la science face à ce défi à nul autre pareil? Alors, comme à chacune de mes interventions, et comme ce soir cette écharpe me rappelle qu'il faut être un petit peu sérieux, je précise quand même que les propos qui vont suivre sont ceux d'un citoyen engagé et pas celle de mes institutions ni des éventuels laboratoires ou universités dont je dépends. Vous allez voir pourquoi la précision n'est pas tout à fait inutile. Je voudrais emmener personne dans ce Titanic. Alors, naturellement, bien sûr, la science intervient dans le constat de l'effondrement. Elle nous donne à voir l'état du monde au-delà des impressions et des ressentis individuels.
Toutes les études sérieuses le montrent. Les populations animales s'effondrent, les végétaux sont en stress extrême, les fonds marins et leurs écosystèmes sont dévastés, des feux ravageurs se répandent partout dans le monde, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction à court terme, l'espérance de vie humaine a vraisemblablement perdu environ 2 années eu égard aux particules fines, des centaines de milliers de personnes meurent prématurément de la pollution chaque année et dans la seule Europe. Nous assistons, ou plus exactement, nous engendrons ce qu'il convient de nommer un anéantissement biologique global. J'emprunte les mots à des collègues écologues spécialistes. Alors, bien sûr, la science fiabilise ce constat et souligne que le drame plurifactoriel qui se joue actuellement ne fait littéralement plus question. Interruption des cycles biogéochimiques, acidification des océans, pollution, artificialisation des terres, destruction des habitats, surexploitation des ressources, réchauffement climatique, prolifération d'espèces invasives introduites par les humains, chute de la biodiversité, mais le dire ici et le dire ainsi, c'est n'avoir pas bien compris que cette disparition de la vie est le problème en tant que tel, et non pas seulement, bien sûr, l'une de ses origines. La catastrophe est donc clairement et éminemment systémique. La science produit effectivement des énoncés quantitatifs qui dépassent la simple expérience de chacun grâce à un régime d'intersubjectivité forte qui lui est spécifique. Environ les 2/3 des insectes, des mammifères sauvages et des arbres ont disparu, ou plus exactement ont été exterminés, respectivement en quelques années, quelques décennies et quelques millénaires. Les incertitudes sont assez importantes, mais les études, bien que demeurant lacunaires, convergent sur un ordre de grandeur certainement correct. L'effondrement n'est donc pas pour demain, il est d'ores et déjà largement en cours. Sur les 9 limites planétaires qui furent définies il y a environ 15 ans, 6 ont été à ce jour franchies. Récemment, il est apparu que le pompage des eaux souterraines a légèrement déplacé, mais de façon mesurable, l'axe de rotation de la Terre. De nombreux seuils de relaxation sont d'ores et déjà dépassés. Le très sérieux rapport du MIT de 1972 posait de façon limpide la conclusion scientifique la plus élémentaire et la plus définitive: les courbes des prélèvements ne peuvent demeurer durablement au-dessus de celles des ressources écosystémiques. C'est techniquement, scientifiquement et mathématiquement impossible. Tout cela est parfaitement juste. Il fallait le rappeler. Et le mérite de la clarté en revient en grande partie à la science. Mais il faut aussi prendre garde à cette vision presque déifiée d'une science toute puissante, presque totégorique et nécessairement bienfaisante. D'abord, parce qu'il me semble important de rappeler cette évidence, mais parfois oubliée. La science n'est, pour le dire comme le philosophe américain Nelson Goodman, qu'une manière, parmi d'autres, de faire un monde. Elle est un système symbolique remarquable, mais certainement pas métafondationnel ou hégémonique. Elle n'a pas un rapport privilégié avec la vérité. Toutes nos élaborations correctes fonctionnent cognitivement, à commencer par les arts, si malmenés et pourtant si vitaux. J'y reviendrai, mais je le suggère dès maintenant, face à cette catastrophe, nous avons vraisemblablement plus besoin d'artistes que d'ingénieurs, d'imagination que d'astuces techniques. Alors, j'aimerais que
que je commençais en quelque sorte cette énumération des vertus, mais aussi des difficultés de la science, par une infime digression épistémologique. Non seulement la science, je viens de le dire, ne dit pas la vérité, mais, pardonnez-moi, chers confrères et chers collègues et chers consoeurs, elle ne s'en approche même pas. Chaque nouveau paradigme étant infiniment éloigné du précédent comme du suivant. Les modèles se succèdent dans un rapport d'incommensurabilité. J'ajoute d'ailleurs de plus que la science ne va même pas vers l'unité. Au fur et à mesure que des théories concurrentes sont éliminées, d'autres fleurissent. Et s'il existe une forme de vérité scientifique, elle ne peut se déceler que dans une multiplicité coextensive de propositions mutuellement exclusives, quoique simultanément justes. Et ceci, remarquons-le, est en opposition farouche avec l'enseignement naïf d'une science qui serait aléthiquement pure et symboliquement neutre. Mais ce qui m'importe ici, surtout, c'est que nous gardions à l'esprit, par humilité, par modestie et par honnêteté, qu'il est impossible d'invisibilité les complicités évidentes, généralement non souhaitées mais bien réelles, entre la technoscience et la machine de guerre totale contre la vie. On peut le déplorer, mais pas le nier. Notre histoire est celle de cette connivence. En contrepoint, naturellement, de nombreux et tout aussi indéniables bienfaits. Finalement, dans ce geste de remise en question que je vous propose ce soir, d'une science exclusivement méliorative et normative, n'oublions pas que cette dernière, et ce n'est pas un détail, demeure muette sur les directions à choisir. La science peut aider à atteindre un but donné en intégrant telle ou telle contrainte, mais elle ne saurait décider à notre place de ce qui est souhaitable. Un monde entièrement artificialisé, sans oiseaux et sans arbres, sans étoiles et sans errance, n'est pas scientifiquement incorrect. Mais est-il désirable ? C'est la seule question fondamentalement importante et elle n'est pas de nature scientifique. Vous voyez ici comme la vision, ressassée ad nauseam, est superficielle, presque dérisoire. J'entends quant à la catastrophe écologique, bien sûr. D'abord parce qu'elle met une emphase déraisonnable sur le réchauffement climatique, alors que je viens de le rappeler, la catastrophe est globale et que celui-ci n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Il est mis en avant, ce réchauffement, me semble-t-il, parce qu'il est en réalité le plus simple de nos problèmes, le seul qui fasse perdurer l'impression délirante que nous sommes face à un problème d'ingénieurs qui attend des solutions d'ingénieurs, parce que c'est tout ce que notre société de technocrates est hélas capable de penser. Ensuite, cette vision usuelle confond les causes et les conséquences. Toutes les origines souvent mentionnées sont en réalité le produit d'une idéologie fondamentalement mortifère. Tant que l'artificialisation totale du réel demeure notre but, tant que raser une forêt pour construire un parking est nommé croissance, tant que remplacer les livres par des vidéos TikTok est nommé progrès, tant que le colonialisme consumériste, à peine déguisé de nos habitudes touristiques, ose se penser comme une authentique confrontation à l'altérité, peu importe la manière dont nous cheminons, avec ou sans effet de serre, c'est bien un suicide qui est en ligne de mire. Avec ou sans carbone, c'est échec et mat pour la vie, quel que soit le déroulement de la partie. Autant le faire avec panache. Je fais rire Madame la rectrice. C'est mal. Enfin, le problème,
vient de ce que se focaliser sur la durabilité, sans se demander, ce que je suggérais il y a quelques minutes, à quoi peut bien servir de tenter, et en plus sans y parvenir, de rendre durable un monde qui n'est pas même souhaitable, me semble archétypal de nos envoûtements à nos différentes addictions. Considérons, si vous le voulez bien, un instant l'exemple de l'intelligence artificielle. Là encore, soyons clairs, la question, à mon avis, n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'IA. La question réelle est de savoir si nous voulons que des algorithmes, qui, cela dit en passant, n'ont d'ailleurs rien d'intelligent, produisent un réel prévisible, normé, calculé, sans exubérance et sans protubérance, adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité. Voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos servitudes, que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour conforter nos convictions, que nos curriculums vitae soient lus par des machines, que nos partenaires amoureux soient désignés par des codes, que la finance mondiale, qui nous gouverne déjà dans une certaine mesure, soit régie par des programmes dont plus personne, y compris leurs auteurs et de leur propre aveu, ne comprend les rouages, que nos désirs soient anticipés afin que plus aucune excursion hors des attendus ne puisse survenir, que nos assurances et autres vulnérabilités soient calculées en fonction de probabilités objectivées, que des drones de combat autonomes soient autorisés à tuer des cibles qui s'ignorent comme telles. Je crois que, indépendamment des liens bien réels pourtant, entre l'IA et la destruction des écosystèmes, entre l'IA et le néocolonialisme, indépendamment des très nombreuses vulnérabilités qui sont parfaitement documentées et associées à ces techniques en un temps où il faudrait viser la résilience, eh bien je crois qu'indépendamment de tout cela, la vraie question est, n'est-elle pas en tant que telle, et sans considérer ses externalités négatives, une véritable faillite? Peut-on sérieusement s'enorgueillir de ces bienfaits quand on voit le bilan de l'armée qui actuellement se targue de l'utiliser massivement? Voilà ce que me semblent être les interrogations signifiantes, et elles ne sont pas de nature scientifique. Comme toujours dans ces situations, interroger le bien-fondé de cette nécrophilie numérique est néanmoins assimilé par nombre de spécialistes à une forme d'obscurantisme. Je crois que cette bouffonnerie a assez duré. Et surtout, qu'on ne nous dise pas que l'IA pourrait apporter des solutions aux problèmes. Elle est le problème, une partie du problème, naturellement. Il y aurait, nous dit-on parfois, quelques effets positifs en médecine. Oui, évidemment, comme tout et n'importe quoi, comme toutes les substances cancérigènes. Imaginez que nous rasions toutes les forêts du globe à la recherche de nouvelles molécules médicinales, il y aura évidemment quelques effets bénéfiques en médecine. Et 10 ans après, nous serons tous morts. L'argument, vous en conviendrez, est faible. C'est ce que j'appelle parfois le point Godwin de la technodébilité. On pourra le renommer, si vous voulez, le point Barreau. Sans compter que de par son caractère intrinsèquement non disruptif, l'IA ne peut par essence rien d'important pour nous. Ce n'est pas elle qui nous dira si l'on préfère, et c'est ça la question, un casque de réalité virtuelle ou une balade dans une forêt réelle. La réalité dite augmentée est en réalité une irréalité diminuée. Certains experts commencent à le dire ouvertement. La bonne, et je les cite, la seule manière de rendre l'intelligence artificielle vertueuse, c'est de la démanteler. Ce qui se généralise, je crois, à l'essentiel des techno-offensives qui s'invitent quotidiennement et qui, bien loin de nous servir, effondrent littéralement un peu plus chaque jour notre puissance d'être. Dernier exemple sur ce sujet, les fameux agents conversationnels, ChatGPT. Un programme insipide
qui permet de compléter les phrases en utilisant une approche statistique, fondée sur les contenus ingurgités, de façon à trouver la suite la plus probable, et non pas la plus correcte, en singeant l'écriture humaine. Magnifique. Vous vous rendez compte du niveau d'ensorcellement qui est le nôtre pour nous enthousiasmer de cela, alors même que tout autour de nous, le magique, le merveilleux, la vie, s'effondre à grande vitesse. Au-delà du caractère presque ubuesque de ces tartufferies, il faut bien quand même comprendre que quelque chose d'un peu grave se joue ici, parce que c'est une double trahison de la référentialité. Tout le langage, n'est-ce pas, est fondamentalement référentiel. D'une part, référence à l'allocuteur, à la locutrice ou au locuteur, d'autre part, référence au réel. Les deux référentialités sont trahies, effondrées, oubliées, omises par les agents conversationnels. Je crois qu'il s'agit authentiquement d'une régression. Tout cela pour dire que si la science a un rôle à jouer dans notre survie, ce n'est évidemment pas celui consistant à inventer des solutions, alors que nous n'avons pas même commencé à discuter sérieusement de ce qui posait problème. Les questions à poser sont aujourd'hui politiques, philosophiques, éthiques, esthétiques, artistiques, mais pas scientifiques avant tout. Aucun calcul ne nous dira si nous voulons continuer à lâcher des bombes. Tenter de les construire en matériaux équitables ou renouvelables est une question secondaire. Et je crois que le rôle de la science n'est pas non plus celui de produire de grandes estimations quantitatives qui ne peuvent dépendre que de variables dont la remise en cause de la pertinence serait précisément le véritable geste révolutionnaire. Je crois que l'authentique pouvoir transfigurateur de la science, s'il existe, il est tout à l'inverse dans sa capacité à tenter de renouveler radicalement notre vision du monde. Autrement dit, à proposer une ontologie alternative. Et ça tombe plutôt bien, parce que c'est normalement ce que nous autres scientifiques sommes supposés proposer. Finalement, le seul geste inutile, pour ne pas dire coupable aujourd'hui, c'est celui consistant à corroborer nos croyances et à entériner nos errances. Autrement dit, à faire fonctionner la machine comme si de rien n'était. Nous sommes endoctrinés à la technodélinquance. Et je pense qu'il est temps de réinvestir la science de son extraordinaire pouvoir de subversion en ne lui déniant plus sa charge poétique. Autrement dit, il est temps de plaider pour une science nomade, bohémienne de la vérité, touareg ou tzigane de la pensée. Voilà ce qui me semble maintenant faire sens. D'autant plus, et j'ai nommé cela l'hypothèse K, que je crains que nous soyons maintenant entrés dans une phase de développement métastatique de notre cancer ingénierico-nihiliste. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que les cellules malignes, vous le savez, ont alors tendance à vivre en quasi-autonomie, jusqu'au trépas de l'hôte, dont elles ne dépendent plus que marginalement. Alors, il y a ici, me semble-t-il, de grandes leçons à tirer de la médecine. Bien sûr, il faut un traitement étiologique et non pas symptomatique, c'est-à-dire s'intéressant fondamentalement aux causes. Se focaliser, je l'ai déjà dit, mais je le répète, sur la réduction des émissions de CO2, c'est user du paracétamol pour traiter une tumeur au cerveau. Ça peut soulager, mais ça demeure fondamentalement inutile. Ensuite, et naturellement, la leçon oncologique montre qu'il est presque toujours indispensable de multiplier les thérapies parce qu'il faut penser de façon systémique et globale.
Et enfin, la médecine invite à redéfinir ce qu'est le concept même de victoire. Quel paradoxe! Nous pourrions, je crois, en réalité, gagner sur tous les tableaux, c'est-à-dire conjurer simultanément ce qui effondre le sens et ce qui mutile la vie. Mais notre ensorcellement est tel que nous voyons encore, trop souvent, l'indispensable révolution comme une sobriété triste ou un inconfort déplorable. Le renversement mortifère des valeurs effondre tout espoir s'il n'y a pas une révolution axiologique. Il me semble que le meilleur pari pour initier celle-ci pourrait consister à regarder au moins en partie exact là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire au cœur des sciences dures, qu'elles se retournent contre leur carapace d'airain et posent les jalons d'une déconstruction profonde. La science n'est ni du bon ni du mauvais côté. Elle est là où on la met. Et je crois que ce qui est important, c'est de renouer avec le véritable sens de ce que devrait être la recherche. C'est à la fois extrêmement simple, banal, trivial, mais c'est aussi très difficile, parce que nous nous sommes collectivement, et moi le premier naturellement, fourvoyés, si loin de ces évidences que toute notre architecture institutionnelle plaide implicitement contre ce geste salvateur. Il me semble que de tous les combats qui nervurent ce temps, et je mets les guerres hideuses pour lesquelles je n'ai pas même de mots, celui qui est le plus important, c'est vraisemblablement l'affrontement du prosaïque et du poétique. Bien sûr, il faut un peu de prosaïque, c'est-à-dire du normé, du reproductible, du machinique, du calculable, de l'utilitaire, du maîtrisé, de l'exploité, du domestiqué, de l'approprié, du réglé. Mais je crois que ce prosaïque devrait être tout entier au service du poétique, c'est-à-dire du surgissement de la chose même, de la vie, de la singularité, de la grâce, de la communion contre la communication, du sauvage, de l'imprévu, de l'indigène, de l'amour. Pour une science poétique, donc. C'est-à-dire une science qui tente de contribuer à l'indispensable révolution qui redéfinirait la structure même de nos réels, qui tente de subvertir les inerties mortifères en s'extrayant radicalement du productivisme du savoir et de toutes les formes de ce que le philosophe Mohamed Amer Méziane nomme, dans son anthropologie métaphysique, l'impérialité. Voilà le véritable ennemi. Alors, bien sûr, je ne vais pas présenter mes propres recherches comme des exemples paradigmatiques de ce que devrait être la science. Ça serait présomptueux, prétentieux et finalement un peu ridicule. Mais je vais quand même vous livrer quelques éléments de mes travaux, comme un infime embryon qui ne demande qu'à être, bien sûr, utilisé et déployé dans cette vaste entreprise déconstructrice, non encore véritablement ébauchée. Vous le savez, la physique du XXe siècle repose sur deux piliers, la relativité générale et la mécanique quantique. Permettez-moi de passer un peu de temps sur l'interprétation, sur le sens profond de ces deux théories, car je crois que c'est là que se situe précisément l'essentiel qui, hélas, est pourtant la dimension usuellement négligée. La grande théorie d'Einstein, donc, la relativité, présente, on le sait, un espace qui se distord et se distend eu égard à la présence des corps. Un espace qui devient courbe, riemanien plus qu'euclidien, diraient les mathématiciens. La leçon généralement retenue est celle-ci. Mais plus profondément encore,
je crois qu'il est essentiel de comprendre que l'espace-temps devient ici dynamique. Il est en évolution. L'expansion de l'univers est une dilatation de l'espace et non pas un mouvement des galaxies. Autrement dit, l'espace-temps n'est plus le cadre, au sens kantien, dans lequel se déploient les phénomènes, mais il devient lui-même un phénomène, un champ parmi les autres. Le cadre, pourrait-on dire, fait à nouveau partie de l'œuvre. Le monde devient purement relationnel. L'autre théorie fondatrice, la mécanique quantique, décrit quant à elle à merveille le comportement de la matière et de la lumière. Elle défie l'intuition en présentant un monde discret, discontinu à petite échelle, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Par ailleurs, elle ouvre une sorte de nouvelle blessure narcissique dans l'architecture des sciences de la nature. Les prédictions ne peuvent plus être menées que de façon probabiliste. Il est impossible de prévoir avec certitude ce que sera le résultat d'une mesure, quelle que soit la connaissance que nous ayons du système considéré. Les algèbres se font non commutatives, c'est-à-dire que l'ordre des mesures influe sur le résultat de ces dernières. Et de magnifiques phénomènes d'intrication semblent conduire à des interactions apparemment immédiates entre des particules arbitrairement distantes. Tout cela est fascinant, bien qu'entériné par nos expériences. Depuis peu, la grande nouveauté, à mon sens, se situe au niveau du cadre interprétatif, qui est bien trop souvent négligé. Généralement, dans les études de physique, on explique aux étudiants et étudiantes que tout cela est bien étrange, c'est vrai, mais qu'après tout, peu importe, ça n'empêche pas de faire les calculs. Quelle folie! À quoi bon disposer d'une théorie littéralement extraordinaire qui réinvente le monde si c'est pour immédiatement l'effondrer dans l'amélioration des CPU des ordinateurs et donc dans l'accélération de la fin du monde, que vous l'entendiez au sens de cosmos ou de mundus. Le physicien génial Carlo Rovelli a récemment montré que certaines incohérences connues de la mécanique quantique, notamment le fait que deux observateurs ou observatrices peuvent donner des descriptions différentes et incompatibles de la même séquence d'événements, essentiellement parce que la mesure joue un rôle central dans la mécanique quantique sans être correctement définie. Il a donc montré que tout cela pouvait être dépassé si l'on renonçait au concept d'état quantique. La phrase vous semble probablement anodine, technique, pour ne pas dire pénible, secondaire. Mais en réalité, elle est absolument révolutionnaire. En réalité, ce que signifie cette phrase, c'est que l'être physique, au sens le plus fondamental, n'existe pas, que l'étant, si on veut le dire dans les topiques heideggeriennes, dans sa dimension ontologique la plus pure, est exclusivement relatif. De façon métaphorique, la même fleur pourrait être bleue pour une abeille et rouge pour un bourdon. Le chat de Schrödinger pourrait être simultanément mort pour l'expérimentateur, mais en vie pour ses chatons. Le cœur dur des choses se diffracte de dedans, non pas par manque de connaissances, c'est ça qui est intéressant, mais parce qu'il n'est pas possible de ne pas repenser le sens même de la copule. Quel lien avec l'écologie, me demanderez-vous? Mais je crois qu'il est évident. Il est partout dans ce que je viens de vous raconter. Parce que suggérer une redéfinition du socle métaphysique du réel, chambouler toute notre architecture symbolique, c'est exactement ce qui peut nous donner une chance. On a bien vu. J'ai joué le jeu autant que faire se pouvait. Et c'est là, je crois, que la science joue à plein
un rôle bienfaisant et révolutionnaire. Non pas, je le redis une dernière fois, en améliorant l'efficacité énergétique des moteurs, qui, en conséquence immédiate de cette éventuelle amélioration, seront immédiatement drastiquement plus utilisés et accéléreront donc notre chute et appauvriront notre rapport à l'espace. Ce n'est pas là que la science a un rôle à jouer. Ça ne marche jamais et ça ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Bien au contraire, c'est ici que tout se passe, dans cette réinterprétation de ce qu'est le monde, dans cette gigantesque ouverture de possibles. Je vous ai parlé un peu de mécanique quantique et de relativité, reste à concilier ces deux grandes théories. C'est ce qu'on nomme la gravitation quantique. Ce n'est pas une mince affaire. Il n'existe aucun modèle consensuel en ce sens à ce jour. L'approche sur laquelle nous travaillons dans mon groupe à Grenoble, la gravitation quantique à boucle, est une théorie spéculative, mais raisonnable. Elle laisse entrevoir l'existence possible de petits atomes d'espace qui évolueraient de façon stochastique, c'est-à-dire aléatoire. Aussi anodine cette image puisse-t-elle sonner, là encore, elle transfigure notre vision de l'univers jeune. Nouvelle révolution potentielle. Le Big Bang serait alors transformé en Big Bounce, c'est-à-dire en grand rebond. Le temps réacquérerait son éternité. Toute la pensée des origines se désarimerait. Et une phase de contraction aurait alors, et il faut le dire au conditionnel, précédé l'actuelle expansion de l'univers. Cosmos se symétrise autour de chaos. Les trous noirs eux-mêmes, ces bouches ouvertes sur la clôture de l'espace, s'en trouveraient métamorphosés. Loin de s'établir comme des structures stables, ils pourraient subir le même sort que l'univers et rebondir en trous blancs. Ils constitueraient alors de véritables machines à voyager dans le temps, recrachant dans le cosmos contemporain les rayonnements ingérés lors des premiers instants. Ou peut-être, faut-il plutôt considérer la théorie concurrente, la théorie des cordes? Et si les particules élémentaires n'étaient pas ponctuelles, mais devaient plutôt être pensées comme des petits élastiques oscillants, chacun des corpuscules connus étant alors réinterprété comme un mode particulier de vibration des cordes quantiques fondamentales, à l'instar d'une corde de violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. L'image est séduisante, mais est-elle viable? Étonnamment, il nous semble que cette théorie, qui concerne des objets extraordinairement petits, pourrait être mise à l'épreuve par l'étude de l'évolution cosmologique à grande échelle. La dynamique de l'accélération cosmique aujourd'hui observée semble difficilement compatible, si sa forme se confirme, avec le monde des cordes quantiques. Quelle belle complémentarité entre le microcosme et le macrocosme. Nous avons calculé que les mesures astronomiques à venir pourraient apporter des réponses, si ce n'est décisives, au moins convaincantes. Un univers en accélération exponentielle, le nôtre donc, pourrait mal s'accommoder sur le temps long avec un lit de cordes quantiques élémentaires. Là encore, l'enjeu pourrait vous sembler totalement dénué de tout lien avec l'effondrement de la vie. Mais il n'en est rien. Je crois que se donner une chance aujourd'hui, c'est exactement cela. C'est tenter de redessiner l'architecture du réel et non pas améliorer son bilan carbone. Pensez, puisque j'évoque la théorie des cordes, à ce qu'on nomme le multivers. C'est une idée ancienne, le multivers. Elle est née avec Anaximandre dans la Grèce antique. Elle s'est développée à la Renaissance avec Giordano Bruno, Nicolas de Cuse, avec son frère de cœur français, François Rabelais. On la retrouve à l'âge classique avec Leibniz, au XVIIIe siècle avec Fontenelle, en philosophie contemporaine avec Lewis, et elle fait aujourd'hui effraction dans le cœur des sciences dures. Existe-t-il une infinité d'autres mondes avec des lois physiques différentes qui structurent l'espace de façon antagoniste à nos attendus? Et si oui, la proposition est-elle encore scientifique alors qu'elle est difficilement falsifiable?
Vous voyez que c'est à la fois l'architecture du monde et l'architecture de la pensée qui sont ici, pour le meilleur, en question. Je crois donc, pour conclure, que si la science peut jouer un rôle, c'est dans une redécouverte de l'humilité et de l'altérité, tout à l'inverse du technosolutionnisme et du gigantisme arrogant qui la caractérise parfois. Donc, sauf pour Einstein Télescope, parce que cette université est candidate, alors il faut soutenir Einstein Télescope. Et c'est très bien, les ondes gravitationnelles. Mais donc, à cette exception près, le gigantisme est un problème. Imaginez que nous parvenions un jour, et là je reviens à la science appliquée et non plus à la science fondamentale, à trouver une source d'énergie propre et infinie. ITER, par exemple, la fusion nucléaire. Mais je crois sincèrement que ce serait la pire nouvelle possible, alors qu'à tort, 95% de nos ingénieurs sont convaincus que ce serait l'Eldorado. Pourquoi rien ne serait plus dramatique que cette énergie propre et infinie? Parce que dans notre axiologie actuelle, c'est-à-dire dans notre système de valeurs, il est évident, les faits le montrent, que cette énergie serait instantanément utilisée pour parachever notre travail d'artificialisation du réel et de réification des vivants. Accessoirement et indépendant des externalités négatives immenses, elle ne nous rendrait même pas heureux. Mais ça, c'est une question qui semble désuète et que plus personne n'ose se poser sérieusement. Regardez le spatial, cette dernière éjaculation nihiliste. Nous nous enorgueillissons des lanceurs privés, des constellations défigurées, des satellites artificiels, de cette course à la conquête du néant relancée par des astronautes devenus pantins médiatiques et érigés en héros fantoches, de ces publicités embarquées, de ce tourisme obscène pour milliardaires en déshérence, et qu'on ne s'y trompe pas. Je dois aussi plaider contre ma chapelle. Les télescopes spatiaux participent à cette vaste entreprise de désublimation. Il serait un peu trop simple et un peu trop manichéen de décréter que nous, les scientifiques, sommes intrinsèquement du côté du bien, tandis bien sûr que les industriels et les entrepreneurs seraient du côté du mal. C'est un peu plus complexe que cela. D'ailleurs, c'est bien un lanceur SpaceX, c'est-à-dire mené par l'homme le plus nuisible au monde, qui a mis en orbite notre dernier instrument de recherche, lui-même construit par Airbus Defence and Space. Au-delà des collusions économiques, la question essentielle qui se joue ici est celle de la dépoétisation du cosmos. Évoquer les amoureux du ciel et de la conquête spatiale, ce serait un peu comme parler des amoureux de la vie et du meurtre. Rien n'est plus drastiquement opposé que le ciel et la conquête. Rien n'est plus éloigné de la sacralité magique et sublime des cieux étoilés que l'arrogance vulgaire des satellites commerciaux, des futurs hôtels en apesanteur et des facéties violentes et suffisantes d'Elon Musk et consorts. Je crois qu'il faut gagner la course à l'espace en y renonçant et en retrouvant le seul vrai rapport possible à la sublimité des magnificences sidérales, qui, vous l'avez compris, est un rapport d'humilité à mon sens. Se passionner pour la possible découverte de 3 bactéries sur Mars, quand 1 million d'espèces sont en train de disparaître sur Terre, je ne peux pas le comprendre, je ne veux pas le comprendre, et je crois que ça relève de la pathologie. En véritable conclusion, nous sommes donc ceux qui n'ont rien compris, et certainement les premiers à nous entêter à ce point, malgré la connaissance irréfragable de l'échec. Derrière notre raffinement de façade, derrière cette magnifique université et toutes les autres, dont je suis honnêtement flatté et heureux de recevoir aujourd'hui les honneurs, nous demeurons, nous tous et toutes dans cette pièce, des représentants de la civilisation la plus meurtrière qui fut jamais à l'échelle de la biosphère. Dans cette circonstance,
Toute pensée qui se ne déploie pas hors de l'ordre me semble aujourd'hui caduque, mortenée et effondrée avant d'éclore. Merci. Il était une fois un petit pays. Dans le petit pays, il y avait des petits boulangers, il y avait des petits médecins, des petits mathématiciens, des petits artistes, des petits scientifiques, des petits astrophysiciens, des petites universités, des petits chapiteaux, etc. Et un jour, dans le petit pays, il y a eu une grève. Alors le président de la Chambre, ou du Parlement, ou de la Chambre du Parlement, est allé voir le Premier ministre. Il lui a dit « Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui commence la grève dans le petit pays ». Le petit Premier ministre, il a dit « Mais quoi, quelle grève? Qui fait grève? Pourquoi faire? On s'en fout, personne n'est indispensable. C'est les boulangers qui font grève, on ne vit pas que de pain, c'est pas grave. On mangera des brioches comme disait Marie-Antoinette. Personne n'est indispensable. Qui fait grève? C'est les médecins qui fait grève, on mangera une pomme. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. C'est pas grave. Personne n'est indispensable, a dit le Premier ministre. Qui fait grève? Les journalistes, et alors? Ils sont 8 dans ce pays, les journalistes, ils font grève, personne ne va s'en rendre compte. Demain, ce sera un peu bizarre, mais après, on s'habituera. C'est comme ça. Qui fait grève? Les artistes, les théâtreux? Le théâtre existe encore, qui va au théâtre? Pourquoi faire? Pour dormir? Moi, je préfère dormir à la maison. Aucune catégorie n'est indispensable, a dit le Premier ministre. Non, a dit le président de la Chambre. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, ce sont les philosophes qui font grève. C'est vrai qu'au début, quand les philosophes ont commencé la grève, personne ne s'en est vraiment rendu compte. C'était un peu comme si les puces sur les chiens avaient fait grève ou si les caries dans les bouches avaient fait grève. Mais après, les philosophes ont commencé à croiser les bras pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils ont croisé les bras devant les livres, dans les librairies, dans les bibliothèques. Ils croisaient les bras dans les écoles, dans les universités, publiques ou privées. Ils croisaient les bras, les philosophes, devant la pensée, pour de vrai. Et sans penser, eh ben, on ne peut plus penser. Les premiers à plus comprendre, c'était les ouvriers. Les ouvriers comprenaient plus chez Deleuze, sur les chaînes de montage, devant les morts au travail. Ils comprenaient plus les futurs petits ouvriers d'Ali Baba, cette grande opportunité qui ne se refuse pas. Ils ne comprenaient plus. Ils avaient besoin d'une pensée, ils avaient besoin de philosophes. Alors ils ont laissé tomber leurs outils et ils sont allés trouver Karl Marx. Et ils ont demandé, mais Karl Marx, pourquoi? Pourquoi on travaille 8 heures par jour et c'est pas assez? Pourquoi à la fin on travaille quand même 12 heures et on n'a toujours pas son salaire? Pourquoi à la fin on se fait quand même licencier? Pourquoi? Mais Karl Marx est resté les bras croisés et il n'a pas répondu. Parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Bien sûr que si Karl Marx n'avait pas fait la grève, il aurait pu répondre qu'il fut un temps où un travailleur, c'était quelqu'un qui allait dans la forêt, qui prenait un morceau de bois, que ce morceau de bois lui appartenait, et qu'il travaillait ce morceau de bois avec ses mains, avec ses propres outils, qu'il fabriquait par exemple une chaise, que cette chaise lui appartenait, qu'il la vendait ensuite, et que c'était lui qui fixait le prix, et donc le prix de cette chaise était juste. Mais qu'aujourd'hui, un travailleur, c'est quelqu'un qui va bosser dans une usine, qui n'est pas à lui, qui travaille sur des machines, qui ne pourra jamais s'acheter, qui fabrique une pièce qui ne lui appartient pas, qu'il ne vendra pas lui-même, et que souvent il ne sait pas exactement ce que c'est et à quoi elle servira. Ça, Karl Marx aurait pu leur dire, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Il aurait pu leur dire que l'aliénation, c'est pas un truc du genre l'ennui ou la souffrance ou une espèce de tristesse légère, un truc psychologique qu'on voit dans les films en noir et blanc des années 60, mais que l'aliénation, c'est une ruse propre au marché, un moyen d'asservir les gens et d'enrichir les patrons. Ça, Karl Marx aurait pu leur dire, mais il a croisé les doigts. Les bras, il a rien, et les doigts et les bras, il a rien dit parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Et même le prêtre, il était en train de faire la messe comme ça et à un moment donné, il a mis les mains en l'air, il avait le calice, l'hostie, et puis paf, la grève des philosophes a commencé en plein milieu de la messe et il est resté là comme un con et il savait plus ce que c'était le verre de vin, il savait plus à quoi faire avec le morceau de pain parce que même les philosophes, sans la philosophie, il n'y a plus de pensée, même la foi se démonte. Et alors il a demandé aux bons chrétiens qui étaient devant lui, mais les chrétiens n'en savaient rien. Ils sont sortis ensemble de l'église, ils sont allés voir le pape et le pape il savait pas quoi dire. Le pape, il est resté comme ça, il a dit c'est quoi cette question à la con, j'en sais rien moi, ayez la foi, c'est tout, c'est pas compliqué. Et tous ensemble, ils sont allés voir les philosophes, Thomas d'Aquin, Augustin d'Hippone, Hegel, Socrate, ils sont allés voir Heidegger, Isabelle Stengers, ils sont allés voir tous les philosophes et ils n'ont pas répondu parce que ce jour-là, les philosophes étaient en grève. Mais si ça avait pété la grève des philosophes, bien sûr, ils auraient pu leur dire que Dieu ne rentre pas dans un morceau de pain ou dans un verre de vin comme des haricots dans une boîte de conserve. Ils auraient pu leur dire que la foi, c'est un choix. Mais les philosophes ne dirent rien. Ils sont restés les bras croisés parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Même le petit boulanger qui faisait ses comptes dans son atelier avec un crayon sur un morceau d'emballage, il était là, 2 + 2 = et puis paf, la grève des philosophes a commencé. Il est resté comme un con, il savait plus combien ça faisait. Parce que la pensée, la philosophie, c'est aussi une pensée mathématique. Et les gens étaient dans la rue, ils voyaient le soleil qui se déplaçait comme ça d'un bout à l'autre de la ville et ils essayaient d'arrêter le soleil et ils y arrivaient pas. Et si les philosophes n'avaient pas fait grève, ils auraient pu leur dire que personne ne peut arrêter le soleil parce que le soleil est déjà à l'arrêt. Ils auraient pu leur dire que la terre est ronde, mais ils n'ont rien dit parce que ce jour-là, c'était la grève des philosophes. Alors le président de la Chambre
Et il est allé avec le Premier ministre voir les philosophes, et il leur a demandé aux philosophes, s'il vous plaît, interrompez cette grève, le pays est à l'arrêt, s'il vous plaît, interrompez-la, je vous donnerai tout ce que vous voulez, mais vous, au fait, les philosophes, qu'est-ce que vous voulez? Et les philosophes ont répondu, nous voulons tout, nous le voulons tout de suite, et nous le voulons pour tout le monde. Et le Premier ministre n'était pas en mesure de refuser. Le jour d'après, la grève était finie, bien sûr, seulement la grève des philosophes. Après, il y avait la grève des boulangers, pas grave, on ne vit pas que de pain, on mangera des brioches. Et puis, il y avait la grève des médecins, du monde hospitalier, pas grave, on mangera une pomme par jour. Puis la grève des caissières, chez Deleuze, et puis des journalistes, des artistes de théâtre, pas grave, pas grave, pas grave. Personne n'est indispensable, disait le Premier ministre. Extraordinaire, extraordinaire serait le petit pays où les philosophes seraient considérés pour de vrai comme une catégorie indispensable. C'était super. Hein. Merci David. Je parle de ce qu'il a fait lui, hein, pas de ma conférence. Hein. C'était super. Bon, il y a des micros qui se baladent dans la salle. J'en ai un également pour les premiers rangs. Je propose qu'on prenne 2-3 questions et puis Aurélien mettra ça dans l'intelligence artificielle qui est la sienne et puis il répondra à tout en même temps. Tel un philosophe qui n'est pas en grève. Manifestez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour l'inspiration que vous nous amenez à tous. En vous écoutant, je ne peux m'empêcher de penser à un autre poète qui est Francis Cabrel. Et dans une de ses chansons, il dit « On hésite à chaque carrefour dans les discours que l'on a appris, mais puisqu'on est lourd d'amour et de poésie, voilà la sortie de ce cours. » Est-ce que c'est peut-être ça, justement, la sortie de ce cours, nous rappeler que nous sommes des êtres d'amour et de lumière, et qu'en oubliant cette chose fondamentale, nous laissons des vies en nous, et nous laissons place à notre envie de pouvoir, de surconsommation, d'envie de dominer le monde, qui amène peut-être à cet effondrement civilisationnel que vous citez. Et donc, selon moi, est-ce que cet effondrement civilisationnel n'est-il pas le reflet de notre chaos intérieur et que par nature, les sciences sont limitées face à ces enjeux spirituels, artistiques et psychologiques? Merci. Donc oui, c'est une très grande remarque, bien sûr, très, très abyssale. D'abord, ce que je voudrais dire en introduction, enfin je vais faire court, ne vous inquiétez pas, mais c'est que peut-être ce que je n'ai pas dit tout à l'heure suffisamment, c'est que quand je parle du poétique, ce n'est pas une fioriture. Ce n'est pas s'allonger au bord de la rivière et mettre une rose entre ses dents et écrire 3 vers, généralement très mauvais d'ailleurs si on le fait comme ça. C'est pas ça le poétique. En fait, c'est vraiment ce qui compte. C'est-à-dire que quand il me semble qu'il faut plaider pour remettre le poétique au centre de la vie, en fait, c'est pas du tout une proposition subversive. C'est pas du tout une proposition hétérodoxe. C'est pas du tout une proposition révolutionnaire, en fait. C'est plutôt très trivial. Ça consiste essentiellement à se dire, et si on s'attachait à travailler pour ce qui nous importe vraiment? C'est pas tellement extraordinaire comme proposition. Et en fait, ce que je trouve très important, et un peu en écho à votre remarque, c'est de rappeler que beaucoup d'autres l'ont fait. Et je trouve que l'extraordinaire arrogance ou suffisance occidentale, c'est précisément celle qui consiste à se dire « la situation n'est pas très bonne, c'est vrai, tout va mal, mais après tout, c'est ce qu'on est ». C'est une sorte de définition de l'humanité. Nous avons cet instinct de superprédation en nous. Et ça, alors je vais le dire de façon un tout petit peu radicale, mais c'est profondément raciste. Pourquoi raciste? Parce que dire ça, c'est précisément déshumaniser toutes les autres cultures non occidentales qui ne partageaient pas notre rapport de surprédation aux autres vivants. Par conséquent, on a en quelque sorte une preuve par les faits, c'est-à-dire une preuve par l'histoire, une preuve par l'anthropologie et une preuve par l'ethnologie, qu'il est parfaitement possible
d'habiter ce monde, d'être un être humain et de replacer, ou plus exactement de placer très naturellement le poétique au centre de l'existence. Et en fait, ce qui est complètement fou dans le chemin que nous prenons, c'est pas tellement que nous sommes incapables de renoncer à certains plaisirs. Ça, finalement, c'est probablement assez lié à l'instinct animal. Mais c'est que nous n'ayons même pas encore compris que ce dont il s'agit, ce ne sont pas des plaisirs. On est en train de ne pas réussir à renoncer à des déplaisirs. Et là, ça devient quand même un peu aberrant en réalité. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi, je vais être extrêmement terre-à-terre et banal, mais qui ici trouve que c'est plus simple d'acheter ses billets de train maintenant avec les tonnes, de centaines de millions de lignes de code qui sont écrites par les agences de voyage qu'il y a 20 ans? Personne, c'est une question rhétorique, je le sais, c'est pas possible, c'est devenu l'enfer. En fait, ces machines ne nous aident pas, elles nous pourrissent. Et ça, c'est la logique du pharmacone, hein, disait Platon, remis au goût du jour par Derrida, et par Stigler d'ailleurs. Parce que finalement, tout est une question de dosage. C'est-à-dire que le même produit peut être bien sûr le remède ou le poison, suivant le dosage. La technologie a été notre allié, c'est évident. Elle est en train de devenir notre pire ennemi, c'est presque tout aussi évident. Et donc, ce qui me semblerait important, c'est peut-être d'être audacieux dans les modalités de ces expérimentations hors des sentiers battus, mais pas dans les finalités. Dans les finalités, finalement, être des vivants qui placent la vie au cœur de leurs préoccupations, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est normal en fait. C'est juste une normalité que nous avons oubliée, je crois. Bonsoir. Oui, madame. Oui, bonsoir. Pardon, je suis ici. Merci beaucoup pour tout ceci. Si j'ai bien compris ce que vous dites ce soir, c'est la différence entre ce que nous voulons et ce que nous pouvons. Et donc, vu qu'ici on est rempli de scientifiques, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on va gérer cette grande dépression de cerveau en effervescence le jour où on va leur dire est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous voulez. Parce qu'il va y avoir, à mon avis, des gens qui vont vouloir quand même, leur cerveau va continuer à vouloir chercher, et se dire que justement on doit avoir un petit peu d'autres choses à faire valoir, comme vous avez dit, les oiseaux, est-ce normal ou quoi. Voilà. Oui, mais alors, ce que vous dites est très pertinent, naturellement, mais à mon humble avis, il n'y a justement aucune dissension, ou il ne devrait y avoir aucune dissension entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. C'est-à-dire que ça, c'est le discours usuel qui consiste à dire « bah écoutez, voilà, vous voudriez des grosses bagnoles et des appartements de 300 mètres carrés, mais on ne peut pas en avoir pour tout le monde, donc il va falloir se serrer la ceinture. » C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est pas tellement d'insister sur « il va falloir se serrer la ceinture », c'est de se demander en amont de ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en réalité? Est-ce que ça nous rend heureux? Je veux dire, bien sûr qu'à l'ordre zéro, la réponse est oui, mais puisque vous le dites, nous sommes des scientifiques, nous on ne regarde pas qu'à l'ordre zéro. L'ordre, ça réfère au développement limité, quand vous faites des séries de Taylor. Donc on va, vous voyez, dans les petites subtilités comme ça, on monte en ordre. Et quand vous regardez beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, sauf bien sûr dans cette université, qui sont fascinés par les voyages et qui nous disent bon, ok, c'est pas très écolo de payer un billet d'avion 3 fois rien, mais c'est quand même trop cool d'aller passer une semaine à l'autre bout du monde. En réalité, ils et elles argumentent généralement au motif de la découverte de l'altérité. Mais c'est faux, ça. Vous arrivez, vous êtes complètement décalqué par le décalage horaire, ça vous coûte quand même quelque chose, vous vous retrouvez dans des hôtels qui sont essentiellement les mêmes parce qu'ils sont gérés par des occidentaux que ceux que vous avez à côté de chez vous, avec un personnel qui est traité comme des esclaves. C'est du néocolonialisme. C'est tout sauf une découverte de l'altérité. Moi, dans mon immeuble, à Grenoble, chez moi, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des gens d'origine roumaine, mais j'ai pas besoin de faire 12 000 km pour connaître l'altérité. J'ai qu'à aller parler au SDF qui habite en bas de chez moi. La dame est moldave, elle est extrêmement gentille et intéressante. J'ai pas besoin de faire 15 000 km. Et la vraie question, c'est pas de se dire il va falloir prendre moins l'avion parce que nous sommes conscientisés et en tant que bons citoyens, nous ferons ces efforts. C'est plutôt de découvrir que dans la plupart des cas, en fait, nous ne le savions pas encore, mais nous n'avions pas envie de prendre l'avion. On le faisait par inertie.
Et si on le fait pour le business, évidemment, c'est pire encore. Et donc, ce que vous dites à la fin, c'est tout à fait vrai, mais moi, j'aime toujours la recherche, hein, je n'ai pas démissionné, et je suis très content de faire de l'astrophysique. Et donc, je ne veux surtout pas dire qu'on doit s'arrêter de penser, sinon, j'ai vraiment pas été clair, alors. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il faut qu'on pense à partir de ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que finalement, quand on était petit, vous et moi, pourquoi on a eu envie de devenir chercheur? Pour découvrir des choses qu'on ne savait pas déjà sur le monde. Et en réalité, si on est honnête, enfin vous, je ne vous connais pas, mais en tout cas pour moi, eh bien, c'est pas vrai. La majorité de ce qu'on fait, c'est pas vrai en fait. Si on est parfaitement honnête face au miroir le matin en se rasant, eh bien, en fait, ce qu'on fait, on le fait parce qu'on va réussir à faire un article assez facilement, qui va être publié dans un journal prestigieux, qui va soutenir notre carrière et qui va faire bien voir nos doctorants. C'est ça la vérité. Et c'est peut-être juste de ça dont il faut sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Pas sortir de la pensée, mais au contraire se réapproprier la vraie pensée. Et ça, en fait, je suis sûr que, 1, on irait dans le bon sens, 2, on donnerait une chance civilisationnelle avec des arguments révolutionnaires, et 3, on serait plus heureux dans notre métier. Parce que c'est ça qu'on aimait faire, en fait. Pas des propositions pour avoir des financements ERC ou ANR. C'est ça qui nous rendait heureux quand on était encore jeunes. Et donc, j'ai encore un peu cet espoir qu'on pourrait gagner sur tous les tableaux. Voilà. Bonjour, monsieur Barraud. Moi, j'avais une question parce que depuis... Enfin, voilà, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu privilégié et donc un peu d'être endoctriné dans ce que vous avez expliqué, dans la société dans laquelle on est, et de grandir avec des rêves et au final se rendre compte que, notamment grâce à vos podcasts, qu'on n'était plus en accord avec ces rêves. Et j'aimerais avoir une idée de comment pouvoir redéfinir le sens de sa vie, car j'ai adopté une passion pour l'aéronautique et depuis tout petit, je veux le faire et je me rends bien compte que maintenant, c'est plus en accord avec le monde dans lequel on va évoluer. Et j'aurais voulu avoir une idée de comment on peut redéfinir le sens, entre guillemets, de sa vie quand on a, pendant 25 ans, évolué dans un monde dans lequel on a vécu, et avec ses idéalismes et tout ça. Donc, j'aurais aimé savoir comment redéfinir. Voilà. Bon, comme vous vous en doutez, je me sens absolument non autorisé et radicalement illégitime pour répondre à votre question. Je serais bien en peine de choisir ce que doit être le sens de votre vie. J'ai déjà beaucoup de mal avec la mienne. Donc, il me semble que, en fait, dès lors que vous posez la question, c'est déjà gagné. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on oublie de faire. La réponse, elle est personnelle. Là, ça relèverait, je trouve, presque d'une attitude de gourou, n'est-ce pas, que de tenter de dire à chacun, voilà ce que doit être le bon sens de votre vie. Je ne vais certainement pas m'y risquer. Déjà, avec les cheveux longs, il y a un potentiel, si vous voulez, de suspicion. Donc, je ne vais pas aller jusque-là. Mais plus sérieusement, j'ai fait une fois, il y a pas très longtemps, un séminaire d'entreprise. C'est des choses que je ne fais pas normalement, que je n'avais jamais faites. Donc il y avait des patrons qui venaient s'ouvrir l'esprit. J'étais le trublion. Et j'ai trouvé que je disais des choses pas très intéressantes. En particulier, je leur ai dit, en gros, il faudrait que vous réfléchissiez au sens de ce que vous faites. Bon, je dis, bon, quand même, vous n'avez peut-être pas besoin de moi pour ça. Et en fait, ils ont trouvé ça formidable. Des gens qui sont venus me dire à la fin, on n'y avait jamais pensé. Sérieusement, t'es polytechnicien, t'as 10 000 personnes qui travaillent pour toi, t'as un bac plus 22, tu gagnes une fortune et tu t'es jamais demandé pourquoi tu fais ce que tu fais. Ah ben non. Et donc, en fait, je caricature cette personne, mais en fait c'est vrai pour nous tous, et pour moi le premier. C'est-à-dire que ces questions très naïves, c'est-à-dire celles de la finalité, on se les pose extrêmement peu. Et je voudrais être concret pour pas que ce soit des paroles totalement éthérées. Dans le cas d'une entreprise, qui est un monde que je ne connais pas bien, puisque ce n'est pas le mien, je connais le cas d'un chef d'entreprise qui s'est dit un jour, mais après tout, c'est quoi le but d'une entreprise? À quoi sert une entreprise? Quand on ne se pose pas la question, l'implicite, c'est que ça sert à faire du profit. Et qu'une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui maximise le profit qu'elle peut faire. Ça, c'est la manière dont fonctionne la totalité des entreprises qui ne se sont pas posé la question. Et cette personne a dit, moi je considère, je suis le chef, je suis le patron, je cite, que je décide arbitrairement, autoritairement, que le but de mon entreprise, c'est de rendre mes salariés heureux. Pas mes clients, ça serait trop facile, parce que ça, on peut faire n'importe quoi avec cette excuse-là, mais mes salariés. C'est-à-dire qu'il s'est dit,
à partir de maintenant, toute réorientation stratégique, tout choix que nous prenons au niveau du comité de direction, il faut le faire avec une unique interrogation. Est-ce que les gens qui travaillent ici seront plus heureux en venant demain matin? Mais ça change tout. Et pour autant, il n'a pas renoncé à faire du profit. Parce qu'évidemment, si on ne paye plus les gens de l'entreprise, ils ne seront pas heureux. Hein. Donc il faut quand même qu'elle marche, l'entreprise. Donc ce n'est pas révolutionnaire, si vous voulez, en termes structurels. Mais c'est complètement révolutionnaire en termes d'orientation. Et le fait est que l'entreprise a beaucoup changé en 20 ans sous ce régime-là. Et ça, je pense quand même que ce n'est pas très difficile à faire. Pour nous, les chercheurs, c'est très facile, parce qu'on est dans des systèmes qui sont quand même assez libres. Mais on a tous, quelque part, cette possibilité de penser l'orientation qu'on souhaite. Alors, moi, quand il m'arrive de parler à des gens, il y a un truc qui m'agace énormément, c'est le seul peut-être qui m'agace, c'est quand on me dit à la fin « Ah, vous avez des grands discours, mais alors concrètement, je fais quoi ?» Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir été hyper concret pendant 2 heures, mais manifestement, je suis le seul à avoir cette impression, donc je dois me tromper. Et concrètement, on pense. Je ne vais pas vous dire, s'il vous plaît, mangez moins de viande, prenez moins l'avion, triez vos déchets. Bon, c'est bon, on sait ça. Et on sait aussi que ça ne sert pas à grand-chose, donc on le fait parce qu'on est tous un peu bobos, mais en même temps, on sait que ce n'est pas ça qui va sauver le monde. En revanche, se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est complètement trivial, c'est évident, mais on le fait très peu, très très peu. Si vous vous demandez la part de vos choix d'orientation que vous assumez, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là, il y en a très peu, il y en a extrêmement peu. Et ça, c'est un pouvoir des constructeurs faramineux en réalité. Non, non, je pas. Oui, moi j'aimerais bien revenir un petit peu à la question de départ, la science, la façon dont on envisage notre métier de scientifique, puisque moi j'étais scientifique pendant 37 ans dans cette université, et la façon dont vous avez présenté ce qu'il faudrait faire, me semble-t-il, c'est pour la science développer beaucoup plus la partie recherche fondamentale par rapport à ce qu'on fait actuellement, la recherche semi-appliquée sur base de projets à 5 ans. La plupart des projets scientifiques, en tout cas dans mon domaine, c'était des projets qui étaient financés sur 5 ans avec des buts précis. C'est de la recherche appliquée ou semi-appliquée. Quand je faisais cette réflexion-là, on me disait « mais non, on peut toujours faire un petit peu de recherche fondamentale un peu sur le côté ». Oui, sur le côté, ce n'est pas vraiment de la recherche fondamentale. Pour moi, le principe, quand j'ai choisi d'être chercheur, quand j'ai choisi la science, c'est tout à fait ce que vous disiez, c'est le rêve, c'est la volonté de chercher, la volonté de découvrir quelque chose de nouveau. Mais dans le carcan dans lequel toutes les universités sont actuellement, qui sont financées par des projets enfin, ils ne sont absolument pas orientés recherche fondamentale, est-ce que vous avez une idée, enfin, est-ce que vous avez déjà pu discuter de ce type de problème, donc balance recherche fondamentale, recherche appliquée, au sein d'une université? Oui, merci pour votre remarque, c'est très intéressant. Je suis à peu près d'accord avec vous, mais ça serait quand même peut-être un peu trop facile. Là encore, de faire d'ériger une sorte de frontière binaire entre les gentils qui seraient les fondamentalistes et les méchants qui seraient les appliqués. Moi, je fais de la recherche fondamentale, donc ça me mettrait du côté des gentils, mais je pense quand même que c'est un peu trop facile, parce que même en recherche fondamentale, alors évidemment, on fait moins de dégâts que si on travaille chez Total, ça c'est certain, mais quand même en recherche fondamentale, on est nombreux et nombreuses à être encore enfermés dans un productivisme du savoir. Alors effectivement, c'est pas ce qu'il y a de pire, ça c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais quand même, on fait tourner la machine. Et donc, je ne crois pas que la vraie distinction ce soit entre appliqué et fondamental. Je crois que c'est plutôt une obsession qu'on devrait être, qui est de se dire, est-ce que ce que je fais, alors évidemment c'est un pari, donc on peut se tromper, mais est-ce que, selon toute vraisemblance, ce que je fais va plutôt dans le sens d'améliorer ce qui existe, c'est-à-dire d'entériner un système en place dont on sait qu'il est nécrophile et suicidaire, et je préconiserais de ne pas le faire, ou est-ce que ce qu'on fait a un véritable potentiel disruptif, c'est-à-dire qu'on tente quelque chose
qui ne préexiste pas. Mais alors attention, hein, ce que j'appelle révolutionnaire ou disruptif, c'est pas effectivement de mettre une nouvelle fonction sur les iPhones. C'est vraiment révolutionnaire. Et ça, en fait, il me semble que c'est plus important de se demander, est-ce que ce que je fais va dans le sens d'un déraillement ou va dans le sens d'entériner ce qui existe déjà, que de se demander est-ce que c'est fondamental ou appliqué. Et en plus, je trouve que d'un point de vue social, c'est plus correct, parce que ça clive beaucoup moins à partir des grands choix stratégiques. Mais vous avez raison, l'institution n'aide pas à cela. Mais l'institution elle-même est prisonnière des règles qui lui sont imposées à la fois par les pouvoirs publics, les ministères, etc., et même par les étudiants. Je ne connais pas bien l'orientation de l'Université de Liège, mais d'une façon générale, imaginez qu'un président ou une présidente, un recteur ou une rectrice d'université décide, et moi je crois que ce serait très bien, de se dire « Je considère que le classement de Shanghai et tous les grands classements universitaires, on s'en fiche, et je ne prendrai aucune décision pour gagner des places dans ce classement. » Ça serait très louable. Mais oui, mais attendez avant d'applaudir. Parce que ça, c'est vrai à la condition que quoi ? Qu'il ou elle n'en paye pas le prix. Parce que si en disant ça, l'université perd effectivement ses subventions, perd son attractivité pour les bons enseignants-chercheurs et voit les étudiants la fuir, c'est pas viable non plus. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est collective. On ne peut pas juste demander aux instances directoriales de l'université d'avoir ce comportement qui serait vertueux si nous-mêmes, en tant que chercheurs, en tant qu'étudiants ou en tant que dirigeants politiques, on n'entérine pas aussi la vacuité de ces symboles. C'est-à-dire qu'il faut le faire à tous les niveaux en même temps, en fait. Et il faut considérer, je trouve, moi maintenant, ce qui m'amuse, c'est de renverser les symboles. Renverser les symboles. Tiens, vous là, vous êtes 20e dans le classement de Shanghai, c'est mauvais signe. On ne peut pas être 20e dans le classement de Shanghai, à mon avis, sans s'être fourvoyé. Alors vous savez, se fourvoyer, on va dépenser une fortune pour faire venir un prix Nobel, hop, on va gagner 50 places, ce qui n'a aucun intérêt pour les étudiants et ce genre de choses. Donc on peut renverser les symboles maintenant et se dire finalement, ce qui était marqueur de réussite, quand on est un peu malin, on peut le voir comme un marqueur de délinquance. Mais il ne faut pas que ce soit juste un bonhomme qui fasse ça, il faut que ce soit collectif. Ça commence à marcher un peu. Hein. Moi, quand j'étais petit, je viens aussi d'un milieu favorisé, je vivais à Neuilly-sur-Seine en France. Les dames riches allaient au souper de Noël avec des manteaux de fourrure. Plus personne ne le fait. Parce que c'était un marqueur de réussite, c'est devenu un marqueur de cruauté. Personne n'a envie d'être reconnu comme cruel. C'est un peu en train de se faire avec les voitures. Il y a certains milieux où si vous arrivez en Porsche, vous n'allez pas être très bien vu quand même. Bon, il y a un retournement symbolique qui peut se faire. Mais ça doit être collectif. Il faut que tout le monde joue son rôle. Ça ne peut pas être que le président ou la rectrice qui prennent cette décision. Mais si collectivement on arrive à neutraliser ces symboles-là, voire à retourner le rapport d'exemplarité, mais ça va bien au-delà de la question du classement de Shanghai, hein, qui est le classement des universités, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, l'un des classements des universités. C'est vrai pour absolument tout, en fait. C'est vrai pour tout ce qui était jusqu'à maintenant lié à la prédation et qui restait méliorativement connoté et qui ne dépend que de nous, de connoter péjorativement. Et ça, c'est formidable, parce que là, on ne peut pas se défausser derrière les pouvoirs publics. Ce n'est pas les lobbies qui décident de ça, c'est nous. Les gens qui achètent des yachts ne le font pas parce qu'ils aiment la mer. Sinon, ils auraient des bateaux à voile. Les gens qui achètent des yachts le font pour faire venir les nanas ou les mecs dessus. Mais il suffit qu'on trouve que c'est ringard, ridicule, grotesque d'avoir un yacht, et plus personne n'aura envie d'avoir un yacht. C'est une manière de s'acheter de l'image. Mais l'image, c'est nous qui la décidons. Ce n'est pas les pouvoirs publics, ce n'est pas les lobbies. Alors évidemment, il faut lutter parce que la presse, la publicité, etc., ça, les footballeurs, les stars, etc., véhiculent une image. Donc c'est plus facile, bien sûr, pour certains que pour d'autres, de contribuer à ce retournement. Mais c'est quand même aussi un peu de la responsabilité collective. Et ça, je pense qu'on peut essayer de le faire ensemble. Monsieur Barrault, je fais partie de ceux qui pensent que la fin de l'humanité est relativement proche. J'espère me tromper, bien entendu. En attendant, concrètement, quelles sont, selon vous, les priorités pour réduire un tout petit peu notre impact négatif sur ce qui nous survivra, c'est-à-dire la planète, ainsi que certaines espèces animales et végétales? Pierre Desproges écrivait « Vivons heureux en attendant la mort ». Je dirais plutôt, en reprenant un terme que vous utilisez régulièrement, « Vivons un peu plus sérieusement en attendant la mort ».
Merci. Merci. Alors, peut-être d'abord, effectivement, sur votre pari, en quelque sorte, ou votre hypothèse, à savoir la fin de l'humanité. Donc là, effectivement, aucun d'entre nous n'est prophète et personne ne connaît l'échéance de ce qui adviendra, de toute façon. Quelques remarques, quand même, sur ce point. Effectivement, c'est un problème intéressant parce que parfois, on entend dire, ce qui n'est pas du tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il est trop tard? Et on s'interroge, est-ce qu'il est trop tard? Pensez-vous qu'il soit trop tard? Et on ne finit pas la phrase. Mais trop tard pourquoi? Trop tard pour que tout aille bien? Oui, ça c'est certain. Il est beaucoup trop tard pour que tout aille bien. Je vous l'ai dit, on a déjà tué les 2/3 des représentants de la plupart des espèces. Il y a des génocides en cours. Non, tout ne va pas bien. Ça, je peux vous le promettre. Est-ce qu'il est trop tard pour que la vie survive? Évidemment non. La vie au sens large s'en sortira très bien, même si on fait une guerre nucléaire. La vie finira par reprendre son cours, j'en suis à peu près certain. Et il y a une proposition intermédiaire qui serait, est-ce qu'il est trop tard pour que l'humanité s'en sorte? Alors là, bien sûr, je ne sais pas. Mais ce qui effectivement est important, c'est de ne surtout pas, et je vous remercie de ne pas être tombé dans cet écueil, mais c'est de ne surtout pas en conclure qu'il n'est pas intéressant de s'interroger, de bifurquer, de mener des révolutions ou des efforts. Et ça, je pense que c'est une pensée très scélérate, celle qui le suggère, et qui, une dernière fois, n'est pas la vôtre, parce que ce qu'elle sous-entend en quelque sorte, vous voyez, c'est un peu comme si vous disiez à vos enfants, tu as 8 ans, un jour tu vas mourir, bah crève maintenant, après tout, c'est pareil. Bah non. On ne va pas tous se suicider, j'espère, en sortant de ce chapiteau, et pourtant, je vous assure, on va tous mourir, hein, c'est certain. C'est un raisonnement inepte, en fait. Celui qui consiste à dire, un jour, l'espèce humaine disparaîtra, ça c'est vrai. Donc, qu'elle disparaisse maintenant? Non. Il n'y a aucune voie de conséquence logique entre les deux. Et donc, ce n'est pas parce qu'un jour nous allons mourir que nous n'avons pas le droit, si ce n'est le devoir, de faire au mieux pour effectivement prolonger un peu la survie. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, pour en venir au cœur de votre remarque, je peine évidemment à donner un exemple ou une réponse très claire de ce que pourrait être la priorité de ce que vous avez appelé une vie sérieuse avant la mort. Comme vous l'imaginez, je ne vais pas vous répondre avec un petit geste, parce que ce n'est pas ce que je crois important. Moi, je dirais, pour nous, ce n'est peut-être pas la réponse qu'on ferait pour la totalité de l'humanité, mais je dirais pour nous autres, les Occidentaux, c'est sortir quand même un peu de notre suffisance. Nous sommes ceux qui se sont plantés comme aucun autre. Et on en est encore à vouloir donner des leçons au monde entier. Chaque jour, je reçois des mails de gens qui me disent « Ouais, vous m'avez convaincu, mais alors la vraie question, c'est comment convaincre les Africains ?» Mais non, mais ce sont les seuls à n'y être pour rien, les Africains. Ce qui est intéressant dans le rapport aux Africains, ce n'est pas de leur expliquer le problème écologique, c'est d'apprendre d'eux. C'est d'apprendre d'elles et d'eux d'autres manières d'habiter l'espace. Et donc, je pense que s'il y avait une priorité à mes yeux, ça serait celle qui consiste à sortir de notre néocolonialisme intellectuel qui fait que même face à la certitude de l'échec, nous croyons encore que c'est à nous de donner des leçons au monde entier. Et je trouve que dans les livres, moi, qui m'ont le plus marqué en tant que livre d'écologie, ce ne sont pas les livres d'écologie. Il y en a des très bons, bien sûr, des très très bons. Mais moi, ceux qui m'ont le plus intéressé en termes écologiques, ce sont des livres qui n'étaient pas du tout écrits pour l'écologie, plutôt des livres d'anthropologie. Il y a Denetem Tuam Bona qui écrit La sagesse des lianes. C'est très intéressant sur le concept de subversion, c'est-à-dire comment tenter de neutraliser un adversaire qui est trop fort pour l'affrontement direct. Et récemment, les livres, je l'ai cité tout à l'heure, de Mohamed Amer Méziane, qui plaide pour ce qu'il nomme une anthropologie métaphysique, donc le bord des mondes, les dragons qui vivent sous terre, qui est une sorte de manière de se dire que, si vous voulez, l'anthropologie usuelle de l'Occident consiste à ne donner existence qu'aux humains, essentiellement. Descola, très grand anthropologue, a élargi ça en donnant peut-être, en reconnaissant le droit d'être des non-humains, et peut-être même des non-vivants, par exemple, des droits à une montagne, à un fleuve, c'est très à la mode en ce moment, c'est très bien. Et on peut aller encore au-delà, en fait, en se disant, oui, mais et l'invisible, ce qu'il appelle la dimension métaphysique. Et ça, c'est très intéressant, parce que pour la grande majorité des cultures humaines, ça fait sens.
Alors bien sûr, nous, les physiciens, on va dire, non mais attendez, vous croyez quand même pas vraiment qu'il y a un dragon sous terre, là. Si on creuse un puits avec nos grosses machines, on ne va pas trouver de dragon. Oui, je sais bien qu'on ne va pas trouver de dragon, mais ce n'est pas le régime ontologique suivant lequel certains et certaines parlent de dragon sous terre. Et ça, je trouve que c'est un geste vraiment intéressant. Oui, très bien. Une toute dernière question, parce qu'on a un timing. Oui, bonjour. Alors, vous avez parlé plusieurs fois. Pardon? Non, je vous en prie. Ah oui. Vous avez parlé plusieurs fois pendant cette conférence de ce qui est artistique et je vais joindre le philosophique avec parce que la démarche est assez similaire. Premièrement, quelque chose qui m'a amusé de constater, c'est que l'artistique et le scientifique, en certains sens, ne sont pas toujours très différents, parce que vous parliez du scientifique qui finit par se dévoyer par son application pratique ou par ce qu'il amène, et l'artistique, très vite aussi, suite à quelques individualités, plus il prendra en importance sur le plan mondial, et plus très vite il sera dévoyé de sens pour finir par rejoindre quelque chose de plus économique, je vais dire. Et donc la question maintenant pour le monde artistique, ce serait de savoir quelle est sa pertinence, à savoir est-ce qu'il est là pour critiquer plutôt un système ou en proposer une alternative, ou pour essayer de redonner une valeur même à l'humanité et donc retrouver ce sens un peu caché qu'on aurait perdu. C'est une figure de style, je ne sais pas si on l'a perdu, mais en tout cas, on doit tendre vers quelque chose qui n'est pas la norme actuelle. Donc, est-ce que c'est donner une valeur à l'être humain en lui-même, ou est-ce que c'est plus dénoncer le décorum dans lequel on est? Oui, je crois vraiment qu'il ne faut surtout pas prédiquer et enclore sur ce que doit être le geste artistique. Si, effectivement, mais vous l'avez dit d'ailleurs au début de votre intervention, si on le finalise, c'est perdu d'avance, parce que ça redevient un outil, et donc ça redevient un geste de construction systémique. Et donc, je pense que c'est très important que nous, là par nous, j'entends les universitaires, ne disions pas aux artistes ce qu'ils doivent faire. Si nous le faisions, vous voyez, c'est un peu comme certains, ça m'agace beaucoup, ça prêche pour un retour de la spiritualité, en disant « ayons la foi et tout ira mieux ». Mais ça, c'est pas avoir la foi. Avoir la foi, ça ne peut pas relever d'une décision rationnelle pour des bienfaits écologiques. Ça n'a aucun sens. C'est antinomique avec le concept même de foi. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec le geste artistique. Si on tente de l'asservir à une finalité qui n'est pas la sienne, ou plus exactement celle du praticien ou de la praticienne qui le met en œuvre, je crains que ce soit perdu d'avance. Et donc, il me semble que la seule chose importante, plutôt que peut-être l'alternative que vous proposiez in fine, c'est plutôt quand même de s'assurer que notre rapport à l'art ne se cantonne pas à l'art muséal, c'est-à-dire à l'art qui a déjà perdu son pouvoir de subversion, qui est très beau, très intéressant, très émouvant, mais qui ne fonctionne plus en tant qu'art, parce qu'il est précisément dans l'architecture ossifiée, presque momifiée d'un musée. Et il me semble que, finalement, pour l'art comme pour le reste, le seul guide pertinent, c'est de se demander si on dérange un peu et si on se met un peu en danger. Moi, je crois aujourd'hui qu'une production intellectuelle est nulle et non avenue si elle n'a pas provoqué quelque chose qui a quand même attrait et à voir avec un inconfort, voire une sorte de rejet. Enfin voilà, pour le dire simplement, j'espère qu'il y a un moment ou un autre où je vous ai un peu agacé. Voilà. Mais je pense que oui, on est d'accord. Parce que sinon, c'est raté. Sinon, vous le saviez déjà, ou alors vous ne m'avez pas bien compris. Et pour les vrais artistes, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Enfin, il faut se prendre quelques tomates dans la figure, quoi. Sinon, le show, il était raté. Et ça, je pense que c'est important quand même de sortir du lisse comme ça, de l'attendu, et il faut que ce soit un peu dangereux. Franchement, l'écologie aujourd'hui, c'est pas très dangereux. Hein. Ça y est, maintenant, c'est mainstream. Venir dire émettons moins de CO2, sauvons les oiseaux, je risque pas grand-chose. C'est pas là qu'on prend des risques. On sait très bien où on prend des risques aujourd'hui, et je pense que c'est là où il faut travailler.
J'en profite parce qu'à chaque fois, il y a un petit changement de lumière et tout ça pour saluer les camarades à la régie qui sont Mathieu Higuet et Guillaume Rizzo, notamment. Je vois plus de monde. Un homme est assis dans une chambre. Il regarde le robinet qui goutte. L'homme pense c'est une goutte, c'est juste une goutte, c'est pas grave. C'est vrai que c'est emmerdant cette goutte, elle fait tic-toc, 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 comme ça on dirait une torture chinoise. Quelqu'un devrait résoudre le problème de la goutte, se dit l'homme dans la chambre. Moi, par exemple, pense l'homme, je pourrais me lever et aller fermer le robinet, c'est vrai, mais je ne peux pas tout faire. Et puis moi, je suis un démocrate, dit l'homme dans la chambre. Je ne suis pas un de ceux qui s'auto-organisent, qui créent des assemblées, des collectifs, des agoras participatives, qui fait des trucs sous des chapiteaux, sur des places publiques, tout ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des ZAD, qui interfère les projets des responsables politiques, qui auraient une idée, savoir si c'est mieux de conserver un sous-bois plutôt que de construire un parking. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas... S'il faut faire un supermarché, une base militaire, je n'ai pas tous les paramètres, je ne connais pas toutes ces choses complexes. Moi, je ne suis pas de ceux qui participent au mouvement citoyen, qui me fait bassiner par des poètes astrophysiciens, qui pensent qu'on est en train de vivre une catastrophe, qui parlent de théorie des cordes ou des trucs, j'ai rien compris tout à l'heure. Alors que bordel, on est quand même mieux maintenant qu'à l'époque de nos grands-parents, enfin moi je trouve. Moi je crois que nos représentants font des choix et que nous les avons élus pour les faire, et je crois que pour cette goutte, si tout le monde attend, c'est qu'il y a une raison d'attendre, et que nos représentants politiques sont démocratiquement élus et qu'ils interviendront au moment opportun. Moi je suis un démocrate, et pendant ce temps-là, les gouttes tombent les unes après les autres. L'homme assis dans la chambre regarde le robinet et il pense que le gouvernement devrait intervenir pour résoudre le problème de la goutte. Voyons un peu, si moi-même j'étais un représentant politique, qu'est-ce que je ferais? Par exemple, si j'étais un homme de droite. Si j'étais un homme de droite, l'homme de droite il dirait c'est très simple, nous allons souder un bouchon de fer sur le robinet et à partir de là, l'eau cessera de couler, comme ça. D'accord, pense l'homme assis dans la chambre, c'est vrai que ce serait efficace, mais si par exemple moi j'ai besoin de me laver les mains, comment est-ce que je fais? L'homme de droite dirait on a résolu le problème de la goutte, et puis quand interviendra le problème du lavage de main, on s'attaquera au problème du lavage de main. Un problème à la fois, dirait l'homme de droite. C'est juste, pense l'homme assis dans la chambre. Mais la solution de la droite ne me convainc pas. Que dirait par exemple un représentant ou une représentante de la gauche, par exemple? Et puis l'homme de la chambre pense non, les représentants de la gauche sont jamais tout seuls, ils sont toujours deux, celui de la gauche modérée et celui de la gauche radicale. Celui de la gauche modérée dirait quelque chose du genre c'est très simple, on va souder un bouchon sur le robinet, un bouchon en fer, et à partir de là, l'eau cessera de couler. Il dirait exactement la même chose que l'homme de droite. Et puis après, l'homme de la gauche radicale dirait non. Lève-toi, non dit de jus, et va fermer le robinet. Et c'est vrai, moi-même j'y ai pensé à cette chose, mais moi je crois que je suis un homme de gauche, vraiment. Mais l'homme de gauche dirait aussi attention, parce que si tu te lèves et que tu vas réparer ce problème de robinet de manière autonome, tu vas résoudre le problème de la goutte. Et cette proposition de la gauche radicale rentrera en conflit, évidemment, avec celle de la gauche modérée, qui est très proche de la droite, et nous risquons de sortir de l'opposition. Et qu'est-ce qu'on veut, nous autres? C'est sortir de l'opposition? Il nous a déjà fallu des années pour rentrer dans l'opposition. Quoi, pour une goutte, on casse tout? Doucement, attendons, stratégiquement, attendons. Ne prenons pas nos responsabilités trop vite, dirait l'homme de la gauche radicale. D'accord, pense le assis de la chambre, mais la position de la gauche radicale ne me convainc pas non plus. Et si j'étais un syndicaliste, par exemple? Les syndicalistes, ils font vraiment de la politique, c'est des gens du terrain, ils sont vraiment au milieu des gens, des travailleurs, des travailleuses, dans les grèves, à l'aube, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Un syndicaliste, c'est un politicien, une politicienne concrète. Comment est-ce qu'il affronterait le problème de la goutte? Un syndicaliste dirait, on peut souder un bouchon de fer au robinet, ou alors tu peux te lever tout seul et aller fermer le robinet pour de bon. Ce seraient deux solutions qui sont vraiment efficaces. Sauf que nous, on est des syndicalistes, elles sont en opposition, ces deux solutions, l'une avec l'autre, on cherche l'harmonie, nous pas le conflit. Alors avec le conflit, tout vole en morceaux, tu comprends? Non monsieur, il faut signer, il faut négocier, il faut trouver un accord. Nous on cherche l'harmonie, pas le foutoir, sinon on perd de subsides. Il vaut mieux ne rien faire et attendre. Et puis est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il s'agit d'une goutte? Et si c'était une provocation ou une métaphore ou quelque chose comme ça? Non, la position des syndicalistes ne me convient pas non plus. Et pendant ce temps-là, les gouttes tombent. Les gouttes tombent l'une après l'autre et l'homme se dit il y a des petites gouttes et des grandes gouttes et c'est pas toutes les mêmes gouttes, c'est des conneries ce truc de dire que les choses se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je le vois bien que dans mon robinet c'est plutôt des petites gouttes, c'est quand même rassurant, mais bon c'est vrai que tôt ou tard, petite goutte après petite goutte, elles vont finir par remplir l'évier, puis arrivera la goutte fatale comme on dit, celle qui fait déborder le vase, et puis après l'eau arrivera sur le sol et puis je me mouillerai les pieds, je pourrai lever les pieds, ce serait qu'une solution temporaire, et puis après le sol s'effondrera sous le poids de l'eau, et puis tôt ou tard le plancher de ma chambre c'est quand même aussi le plafond de la chambre qui est encore en dessous, l'eau arrivera en dessous avec des milliards de gouttes qui se feront s'effondrer le plafond, etc., etc. Et ma chambre est au sommet d'un immeuble de 25 étages, 25 chambres qui s'effondreront les unes sur les autres avec tous les objets utiles et inutiles et toutes les personnes qui y habitent. L'immeuble sera enseveli sous une vague infinie de gouttes, l'eau recouvrira les décombres. Un homme est assis dans une chambre, il regarde le robinet qui goutte, il voit le déluge, il l'imagine, il le vit presque. Et il pense non, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Alors il se retourne sur le côté, il regarde vers le mur, il arrête de penser à la goutte, il sourit, il s'endort et sereinement, il se noie.
Eh bien, cette soirée vient à sa fin, juste avant le petit verre de l'amitié, mais je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce festival, d'abord, se crée, s'organise. Alors, je pense évidemment au professeur Hauser, mais aussi à Arsenic, qui m'ont proposé cette idée. Et puis, je pense aussi à mon équipe rectorale qui s'est emballée pour construire ce projet. Et ils sont là. Et je pense aussi au service administratif, et notamment à Madame l'administrateur, qui a dû gérer toutes les improvisations. Voilà. Et merci parce que sans ces services, la communication, l'ARI, le service informatique, même le chauffage aussi, tout cela n'est pas possible et ça va encore durer un mois de plaisir pour parler des questions, des thèmes fondamentaux qu'on a abordés ensemble et je m'en réjouis. Alors je voudrais aussi bien évidemment remercier nos parrains, l'artiste, évidemment, Murja, mais aussi, je pense qu'elle est toujours là, la marraine, oui, voilà, je ne vois pas très bien Madame Stigler. Merci beaucoup de nous accompagner pendant ce mois pour nous faire réfléchir autrement. Et enfin, ceux qui sont à distance, je les ai un petit peu oubliés tout à l'heure dans mon mot de bienvenue, mais je vous souhaite bonsoir et merci d'être avec nous. Nous n'avons pas pu accueillir tout le monde. Et pour finir, le professeur Barraud qui a bien accepté d'être membre de notre famille en acceptant évidemment les insignes de docteur honoris causa. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne continuation au festival Rêve Général. Est-ce que peut-être la Maison Laïque, vous vouliez aussi dire quelque chose ? Merci Alexis. Céline Martin, donc Centre d'action laïque de la province de Liège, un des 3 partenaires de Rêve Général. Au cœur de Rêve Général, il y a vous. Il y a pratiquement 7000 étudiants et étudiantes de l'université, des hautes écoles, inscrits dans des masterclass. Il y a des habitants, des habitantes, riverains, qui, grâce au comité de quartier, participent à notre festival, donc ici, à Angleur-Haut. Et puis, il y a les habitants, les habitantes d'Angleur-Bas, dont certaines sont à l'heure actuelle, 2 ans plus tard, toujours sinistrés, suite aux inondations de juillet 2021, comme en témoigne l'exposition B11, ici, à l'Institut de géographie. Alors, Rêve Général, c'est pratiquement 20 000 personnes du Grand Liège qui sont attendues pendant ces 4 semaines. Bref, c'est dire que vraiment, au cœur de Rêve Général est inscrite la participation citoyenne. Participation citoyenne, le mot est lâché. Art, science, démocratie. Démocratie. De quoi est-ce qu'on parle? Alors pour nous, avec Arsenic, avec l'ULG, en éducation permanente pour le Centre d'action laïque de la province de Liège, la participation citoyenne, la démocratie, eh bien, pour Spinoza, la démocratie a un rapport au savoir, à la pensée. Pour lui, connaître réellement, c'est connaître de moins en moins seul. Aussi nous invite-t-il à être le plus nombreux possible, à penser le plus possible. Nous sommes déjà aujourd'hui 700. En 30 minutes, c'était fait. C'est dire qu'il y a dans cette salle un nombre de neurones, de connexions de neurones qui peuvent penser le monde joyeusement. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est le défi que nous nous sommes assignés. Alors on va rêver le monde, on va le penser grâce à des masterclass avec des pièces de théâtre, des concerts, du slam. Mais ça, Alexis Garcia va vous en parler, beaucoup mieux que moi. C'est
pensée aussi, et peut-être, j'ai envie de dire surtout, grâce au livre, à la lecture. Je vous invite, pendant le verre de l'amitié, il y a dans le chapiteau blanc Le Dôme, l'équipe des bibliothécaires de l'Université de Liège qui vous propose une sélection originale d'ouvrages, aujourd'hui tout spécialement, mais tout au long du festival, pour tout le monde. Vous n'avez pas votre carte, vous l'avez oubliée, vous n'êtes pas universitaire, eh bien sachez qu'avec 5 €, vous avez la possibilité pendant toute votre vie d'emprunter des livres. Et aujourd'hui, prédirect, vous pouvez repartir de cette soirée avec un ouvrage sélectionné spécialement pour vous de la part des bibliothèques. Et puis aussi, grâce à notre partenaire, la librairie Livre au Trésor, vous pouvez acheter un excellent ouvrage de référence d'Aurélien Barraud, par exemple. Nous en avons quelques exemplaires, vraiment, lâchez-vous, n'hésitez pas. Je termine par ceci, avant de céder la parole à Alexis, qui va mettre un peu le doigt sur quelques temps forts de notre festival et qui va nous expliquer comment on organise le verre de l'amitié tout de suite. Vraiment, je remercie, mais vivement, et l'université, et Arsenic 2, et toute cette folie, tout cet engagement qui a bousculé les lignes, qui nous a obligés à certains moments, tendus, en difficulté, à repenser nos modalités de travail communes pour créer ce moment commun, ce rêve général, cette possibilité d'ouvrir des futurs désirables à plusieurs grâce à tout ceci. Bref, je m'emballe, je cède tout de suite la parole à Alexis Garcia. Un grand merci. Alors, je ne serai pas très long. L'objectif maintenant est de donner plutôt les côtés pratiques du festival. Donc, vous l'avez dit, Madame la rectrice, on est parti pour 1 mois de festival, à peu près. C'est plus d'une centaine d'activités, on a plus de 120 partenaires. On traite sur des thématiques fortes, sociétales, que on ne peut pas tout couvrir, mais on va parler chaque semaine, fait un focus plutôt sur des thématiques. Là, cette semaine-ci, on est centré sur les questions de la santé. La semaine prochaine, on aura les questions d'égalité, de genre, mais aussi les questions d'exil et de migration. La 3e semaine, on est vraiment fusionné avec le festival Nourrir Liège et Nourrir les campus et parler d'alimentation et de transition alimentaire. Et la 4e semaine, alors les étudiants partent en vacances, en bloc plutôt, mais là on fait un focus au niveau des écoles secondaires sur les questions démocratiques aussi parce qu'ils vont voter en Belgique à partir de 16 ans, on va voter pour la première fois. En 2 mots, on a fait quand même une sélection de spectacles, de concerts, d'expositions, d'artistes vraiment inspirants et vraiment géniaux que je vous invite vraiment à découvrir. Encore une fois, David Murgia, le parrain, qui clôturera le festival en partie avec l'incroyable Discours à la Nation qui tourne depuis plus de 10 ans. Barbara Stigler nous accompagnera toute cette semaine avec son spectacle Démocratie 2500 ans et après, et aussi qui sera présente sur 2 conférences, une sur la démocratie organisée avec les territoires de la mémoire jeudi, une autre demain avec une journée One Health, vraiment sur les questions du CARE, pardon. Et donc tout au long du festival, plusieurs rencontres One Health vont avoir lieu, dont la journée du 22 avril, qui sera organisée sous l'auspice de la présidence belge de l'Union européenne et qui va vraiment accueillir des délégations internationales et qui va vraiment essayer de traiter cette question-là, de comment prendre soin les uns des autres, comment prendre soin du vivant, de l'humain et du non-humain, de l'invisible. Que vous dire de plus? Cette semaine, le spectacle Urgence, où je suis aussi comédien, j'ai aussi une casquette d'artiste, donc si vous voulez me voir au plateau, vous pouvez venir voir, qui est une véritable immersion dans le monde de la santé, qui est un constat. Et c'est là où c'est important, on a parlé un peu des gestes artistiques, est-ce qu'on dénonce, est-ce qu'on propose, est-ce qu'on fait autre chose? L'objectif du festival, et c'est là où la rencontre est extrêmement intéressante entre art, science et démocratie, c'est que chaque œuvre artistique sera toujours suivie d'un cours magistral, d'un débat, d'une rencontre, d'un mélange, d'un échange. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce festival? 1, oui, on va constater. Dans quel monde vivons-nous? 2, on va discuter. Parce que comme vous le voyez ici, il y a un espace où on peut se rencontrer et on n'est pas derrière nos écrans, on n'est pas en train de discuter avec une IA. 3, on va se mettre en action par des principes on va recueillir votre parole, il y a des parasols à parole, version totale qui existe, il y a des endroits d'expression. Donc tout ça va être mis en place pendant tout l'ensemble du festival. Que vous dire de plus? Les prix
L'idée est vraiment intergénérationnelle, l'idée est vraiment un croisement du milieu universitaire, du milieu de la population du Grand Liège et des secondaires. Des grands noms qui sont quand même présents, autres que ceux que nous avons déjà cités. Il y a Runa Khan, incroyable femme formidable de l'ONG Friendship qui vient nous parler d'espoir. On a Benoît Biteau qui est un paysan agronome qui est actuellement parlementaire européen. Donc on a un paysan au Parlement européen qui vient nous parler de permaculture et d'agroécologie. Des spectacles qui me touchent beaucoup, Tacoma Garage qui est vraiment une ode à l'espoir, Marshallop qui va parler des questions, une performance sur les violences sexistes et sexuelles, aujourd'hui très présente. Portrait sans paysage, bien sûr, un spectacle qui est constitué avec et pour la question des sans-papiers et sur les questions d'exil. HK qui nous fait l'honneur, HK à la sauce belge qui nous fait l'honneur de venir jouer dans 2 semaines dans ce grand chapiteau, donc on vous invite tous à venir danser. Je ne serai pas plus long. Dernière chose, nous avons essayé d'être le plus inclusif possible. Donc nous travaillons autant avec Article 27, nous travaillons avec les scolaires, et si vous êtes professeur, tout est ouvert vraiment pour vos étudiants et vos étudiantes. Et tout ce que vous verrez, tous les prix sont entre 7 et 35 €, chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, la sécurité sociale de la culture, si nous pouvons le faire comme ça. Il y a des passes week-end qui existent pour pouvoir vivre du vendredi au samedi avec nous. Et c'est là où nous mettons aussi toutes les associations, tout le tissu liégeois qui peut exister vraiment. Donc nous avons aussi des moments où nous les mettons à l'honneur. Voilà. Vous l'avez dit, Monsieur Barraud, toute chose peut être un remède, un poison. L'arsenic à petite dose est un médicament. Mais essayons de tester nos doses de résistance pendant tout un mois pour voir à quel point, tous ensemble, on peut être créateurs et créatrices de ce grand rêve général. En 2 mots, en sortant, je vous invite les premiers à sortir, à aller vers les autres chapiteaux, ce qu'on appelle le chapiteau blanc sur votre gauche. En face de vous, vous trouverez le dôme et le grand chapiteau rouge ici. Il y a un bar derrière. Le premier verre est offert. On a fait venir de la bière de la brasserie Jean Blou. Et Pierre, tu voulais dire un petit mot ? Nous déclarons le festival Rêve Général ouvert. Est-ce qu'on peut laisser un petit peu de lumière pour une photo de groupe? Merci.